Tu cours dans un vaste champ la nuit, comme si quelque chose te poursuivait. La lumière de la pleine lune éclaire ton chemin, et tu vois un cercle de lumière autour d'elle. Tu continues à courir à la recherche d'un abri sûr. Tu n'as pas peur des loups-garous qui ont la réputation d'apparaître lorsque la lune est pleine, mais cet endroit sera prochainement l'épicentre d'une grosse tempête. Ce cercle autour de la lune s'appelle un halo, et ce sont des cristaux de glace qui provoquent ce phénomène dans le ciel. Quand la lune est pleine, elle reflète beaucoup de rayons du soleil. Ces rayons se dirigent ensuite vers la surface de la Terre, mais ils courbent leur trajectoire et se divisent lorsqu'ils traversent des cristaux de glace hexagonaux. Il en résulte un halo de différentes couleurs, presque comme un arc-en-ciel. Le bord intérieur du halo est rouge et le bord extérieur est bleu. C'est magnifique, mais la présence de glace dans les nuages signifie que cette glace va bientôt se transformer en eau et commencer à tomber sur le sol. Et cette pluie sera si forte que tu ferais mieux d'être préparé et de trouver un abri. Si le temps est assez chaud et que les nuages sont plus proches du sol, tu pourrais voir un phénomène similaire, une couronne. Elle est beaucoup plus petite qu'un halo, mais beaucoup plus colorée. Le disque blanc bleuté à l'intérieur devient rouge brunâtre à l'extérieur. Contrairement au halo, la couronne est constituée de gouttelettes d'eau. Plus ces gouttes sont petites, plus la couronne sera grande. Si les gouttelettes d'eau sont grosses, la couronne ressemblera à un point lumineux de la taille de la Lune elle-même. La couronne et le halo peuvent également se produire pendant la journée, lorsque le soleil brille. Mais assure-toi de porter des lunettes de soleil avant de jeter un simple coup d'œil, car la couronne est très lumineuse et très mauvaise pour tes yeux. Dès que tu trouves un abri, il se met à pleuvoir bien fort. Waouh, c'est quoi ça? On te prend en photo? Non, le flash que tu viens de voir est un éclair. Bam! Le tonnerre est si fort que les fenêtres de la maison se mettent à trembler. Voici un conseil pour savoir à quelle distance tu te trouves de l'épicentre d'un orage. Lorsque tu vois un éclair, commence à compter. Quand tu entends le tonnerre, arrête de compter. Maintenant, tu dois diviser ce nombre par 5. Si tu peux compter jusqu'à 5, cela signifie que l'épicentre de l'orage est à environ 1 mile, soit 1,6 km. Si tu n'as pas trouvé d'abri avant le début de l'orage et que celui-ci te surprend en pleine nature, quitte immédiatement les hauteurs. Toute montagne ou colline est une zone à haut risque. Ne pense même pas à te cacher sous un arbre. Les objets hauts sont la première cible de la foudre. Les poteaux électriques sont également à risque. Si un orage te surprend alors que tu es à vélo, descends immédiatement et pars en courant. Même chose si tu es à bord d'une décapotable, d'une voiturette de golf ou d'une moto. Si un orage se déclenche alors que tu te trouves en plein champ, l'objet le plus grand ici, c'est toi. Baisse-toi et essaie de te couvrir d'une manière ou d'une autre. Si tu n'es pas seul, essayez de garder vos distances les uns par rapport aux autres. Ouf! Maintenant, admirons ce magnifique lever de soleil. On dirait que quelqu'un a renversé de la peinture rouge sur le ciel. Cette belle vue signifie qu'il va bientôt commencer à pleuvoir. Si le ciel est rouge au lever du soleil, c'est parce que la zone de haute pression vient de passer devant toi et qu'elle est maintenant suivie d'une zone de basse pression avec une forte teneur en eau dans l'air. Alors prends un parapluie avec toi ou retourne dans ton lit bien douillet et reste au chaud. Souviens-toi du vieux dicton « rouge le matin, pluie en chemin ». Rouge le soir, espoir. Parfois, il est même possible de prédire la pluie en la sentant. C'est une question de molécules d'ozone. Les courants d'orage font descendre l'ozone de la haute atmosphère, et quand l'orage est sur le point de commencer, tu peux ressentir comme une sensation de propreté. C'est comme si tu venais de laver le sol à l'eau claire. Ton odorat devient plus sensible avant qu'il ne commence à pleuvoir. Ce n'est pas à cause de ton nez, mais à cause de l'air plus humide. Les fleurs vaporisent leur parfum, et les molécules d'eau s'y collent, le diffusant beaucoup mieux. C'est pourquoi les mêmes fleurs ont un parfum différent selon que tu les sens à l'extérieur ou dans une serre fermée et humide. Les plantes peuvent également t'aider à prévoir les changements de temps. Si tu touches l'herbe le matin et qu'elle est humide, cela signifie que ce sera une belle journée. Cette eau matinale sur l'herbe est la rosée. Elle apparaît au moment le plus froid de la nuit. Un ciel dégagé permet à la terre de se refroidir un peu et les molécules de vapeur d'eau présentes dans l'air se transforment en liquide qui se dépose sur diverses surfaces. Regarde les feuilles sur les arbres de plus près. Parfois, elles sont à l'envers. Par exemple, les feuilles d'érable réagissent bien à l'augmentation de l'humidité avant la pluie. Leurs tiges deviennent très molles et le vent peut les retourner. Mais le meilleur indicateur est la pomme de pin. Les graines se trouvent à l'intérieur du cône, juste sous ses écailles. Le pin doit les garder aussi sèches que possible pour que le vent puisse transporter les graines au loin et que de nouveaux arbres puissent germer. Ainsi, lorsque le pin sent la pluie approcher, il donne l'ordre de fermer ses cônes. Les écailles se referment alors, protégeant les graines de l'eau. Et au lieu des présentateurs super ennuyeux des bulletins météo, tu peux suivre les animaux et les insectes.
As-tu entendu le chant des grillons? Ce sera ton thermomètre pour aujourd'hui. Règle le minuteur sur 15 secondes et compte combien de fois les grillons gazouillent. Ajoute 37 à ce nombre et tu obtiens la valeur de la température extérieure en degrés Fahrenheit. Pour la passer en Celsius, sors la calculette et retire 32 au degré Fahrenheit. Multiplie ce chiffre par 5. Divise ensuite par 9 et tu as ta réponse en degrés Celsius. La température de l'air affecte directement le métabolisme du grillon. Il peut gazouiller plus ou moins vite selon qu'il fait plus ou moins chaud. Alors débarrasse-toi de ton thermomètre et trouve-toi un petit pote. Maintenant, si tu n'aimes pas les insectes, regarde vers le ciel pour voir les oiseaux. S'ils volent haut, c'est que la journée est claire et ensoleillée. Mais avant qu'il pleuve, la pression atmosphérique empêche les oiseaux de voler haut. Tu pourras peut-être les voir voler en nuées qui font du rase-motte, probablement à la recherche d'un abri. Donc, même si le ciel est dégagé, la pression atmosphérique t'indique que la pluie est sur le point d'arriver. Si tu vis près d'une rivière ou d'un lac, tu peux entendre les crapauds chanter, bien que tu ne puisses pas tout à fait comprendre ce qu'ils disent puisque c'est en langage crapaud. Ils sont particulièrement bruyants avant les fortes pluies. Les crapauds aiment généralement le temps humide, alors ils deviennent tout excités. La pluie est aussi le meilleur moment pour que les femelles pondent des œufs. C'est alors qu'elles crient à tue-tête à la recherche d'un beau parti. Aïe! Un moustique vient de te piquer. Si les moustiques sont particulièrement agressifs, tu ferais mieux de trouver rapidement un abri. Les insectes essaient simplement de manger davantage avant de ne plus pouvoir pendant la tempête. De plus, l'air chaud et humide nous fait transpirer davantage et nous devenons encore plus attirants pour les moustiques. Les insectes se rassemblent également en essaim avant un orage. Ils aiment l'humidité de l'air et commencent à tourner en rond dans une danse endiablée. Mais ensuite, ils disparaissent dans l'air. Cela signifie qu'il te reste 1 heure avant le début des fortes pluies. Pour prédire le temps qu'il fera le lendemain, tu dois observer les abeilles. S'il va pleuvoir le jour suivant, les abeilles feront des heures supplémentaires. Elles pollinisent activement les fleurs car elles savent qu'elles ne pourront pas quitter la ruche le lendemain à cause de la pluie. Les écureuils peuvent prédire le temps qu'il fera pendant toute la saison. Ils font généralement des réserves de nourriture pour les périodes froides. Et s'ils commencent à le faire tôt, l'hiver sera rude. Tu peux voir les écureuils courir partout à la recherche de glands. Ils les cachent dans le sol et courent pour trouver le prochain. Les écureuils oublient souvent où ils planquent leur nourriture. Ces glands se transforment en petites pousses, du coup on a beaucoup de nouveaux arbres, tout cela grâce aux écureuils. Les animaux peuvent également prédire des catastrophes comme les tremblements de terre. Des scientifiques ont réalisé une étude dans une région d'Europe où les tremblements de terre sont fréquents. Ils ont placé des traceurs sur des vaches, des chiens et des moutons. Environ 18 000 tremblements de terre s'y sont produits pendant cette période. La plupart d'entre eux étaient insignifiants, mais il y en a eu 12 d'une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter. Et avant chaque tremblement de terre, les chercheurs ont enregistré un comportement étrange des animaux. C'était comme s'ils essayaient de s'échapper de la zone du tremblement de terre. Les scientifiques pensent que les animaux peuvent sentir l'ionisation de l'air avant une catastrophe, grâce à leur fourrure. Leur odorat leur permet également de sentir le gaz. Celui-ci provient du fait qu'ils se déplacent dans les profondeurs du sous-sol et qu'ils tentent ensuite de trouver la sortie par de petites fissures à la surface. Les premières traces de ce comportement animal remontent à la Grèce antique. Des chats, des rats, des serpents et des mille-pattes ont quitté leur maison et se sont réfugiés en lieu sûr quelques jours avant qu'un important tremblement de terre ne frappe la Grèce. Certains poissons peuvent prédire le temps qu'il fera dans la zone. Si les requins traînent près du rivage, ils ne sont pas forcément à la recherche de nourriture. Ils se cachent peut-être d'une grosse tempête en mer. Le pire signe sur le littoral est quand toute l'eau commence à reculer brusquement. Tu peux voir tout le littoral et même les poissons et le corail qui restent sur la terre. Fuis immédiatement la zone car cela signifie qu'une énorme vague de tsunami est sur le point d'arriver ici et va tout emporter sur son passage. Lorsqu'un éclair illumine le ciel, il libère quelques 300 millions de volts, soit l'équivalent de la tension combinée de 25 millions de batteries automobiles. Certains disent que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre au cours de votre vie que de remporter la loterie. Et les statistiques semblent prouver cet adage, car chaque année, environ 28 habitants des États-Unis se font effectivement électrocuter par les cieux. Nos infrastructures peuvent également être affectées par la foudre. C'est parce qu'elle se focalise généralement sur les structures les plus élevées des alentours. Mais dans certaines conditions, elle peut également s'abattre en plein champ. Les scientifiques se sont donc réunis pour imaginer une sorte de paratonnerre laser qui pourrait y remédier. Cette invention unique pourrait rendre les orages électriques un peu plus supportables, car elle est en mesure de protéger une zone beaucoup plus grande qu'un paratonnerre ordinaire. Et elle est très flexible. Les paratonnerres classiques fonctionnent comme des aimants pour cette puissante charge électrique.
Ce sont de hauts dispositifs métalliques, généralement placés au sommet des bâtiments. Lorsqu'une tempête approche, cette tige offre un chemin facile à suivre pour la foudre, l'empêchant de frapper d'autres parties de la structure. Le paratonnerre est également relié au sol par un fil conducteur qui aide le courant électrique à se décharger en toute sécurité dans le sol. Ce dispositif protège le bâtiment et tous les gens qui s'y trouvent en redirigeant l'énergie électrique ailleurs. Nous n'employons des paratonnerres que depuis les 300 dernières années, suivant l'expérience de Benjamin Franklin. Mais ils ne sont pas indestructibles. Lorsqu'il s'agit de protéger de vastes espaces, comme les aéroports, ils demeurent insuffisants. C'est parce qu'ils ne peuvent couvrir qu'une zone proportionnelle à leur hauteur. Voici en quoi ce nouveau paratonnerre amélioré pourrait nous être utile. Lorsque le laser frappe le ciel, il laisse derrière lui une traînée d'air surchauffé que l'on appelle plasma. De la même manière qu'un sculpteur trace des sillons dans l'argile, le laser crée des canaux dans l'air. Ces canaux deviennent alors le nouvel itinéraire privilégié par la foudre, la guidant jusqu'au sol. Cette nouvelle méthode a été testée dans les Alpes suisses en 2021 et les résultats semblaient pour le moins prometteurs. Ces lasers comportant néanmoins leurs propres inconvénients. Ils ne sont pas toujours disponibles et nécessitent une certaine préparation. C'est parce qu'ils doivent être activés avant que l'éclair ne frappe. Si vous vous y prenez une seconde trop tard, c'est raté. De plus, une fois que le laser s'interrompt, l'air perd rapidement sa conductivité. Cela signifie que ce paratonnerre laser pourrait ne pas avoir assez de puissance pour guider l'éclair en toute sécurité. Une solution pourrait être de mesurer les champs électriques autour d'une certaine zone, dans le but de prédire où la foudre pourrait frapper. Toutefois, ces nouveaux paratonnerres ont encore besoin d'être testés et généreusement financés. L'Agence spatiale européenne a découvert une autre façon d'exploiter la technologie laser, transformer la poussière lunaire en route. Nous pourrions faciliter considérablement nos futures missions d'exploration lunaire si un faisceau laser pouvait accomplir ces travaux difficiles, permettant aux astronautes de rouler autour de la Lune. Cette découverte pourrait également aider à résoudre un autre problème, la poussière lunaire qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Ces routes lunaires peuvent sembler un défi insurmontable pour l'instant, puisque nous n'avons pas visité notre satellite depuis 1972. Mais lorsque les futurs astronautes alluniront à nouveau, ils ne comptent pas simplement se promener sur de petites distances. Il sera alors utile de leur permettre d'être motorisés. Ainsi, ils pourront explorer de plus grandes zones. Le problème est que cette maudite poussière lunaire est extrêmement fine, abrasive et collante. Au cours des missions Apollo, elle a obstrué l'équipement, érodé les combinaisons spatiales et même causé la surchauffe d'un rover. C'est pourquoi les scientifiques tentent de bombarder une poussière lunaire simulée au moyen de lasers. Ce projet a employé un laser de 12 kW pour faire fondre de la fausse poussière de Lune en une surface solide et vitreuse. Parfaite pour les routes lunaires. Le plan n'est pas d'envoyer un énorme laser sur la Lune. Ce dispositif que l'on teste ici sur Terre est comme un substitut pour le Soleil, reproduisant ce que l'ensoleillement lunaire pourrait accomplir. L'idée serait à terme de concentrer la lumière solaire en utilisant une grande lentille à la surface même de la Lune. Certaines expériences ont été conduites jusqu'à présent avec différentes tailles de laser, démontrant qu'un faisceau plus large rendait l'ensemble du processus plus homogène. Au lieu de petits granulés fondus, on a obtenu une couche stable de poussière de Lune vitrifiée sur laquelle il est plus facile de conduire. Il en a résulté un matériau vitreux, légèrement cassant et capable de résister aux forces descendantes. Et même s'il se fissure, il reste réparable. Le faisceau laser a été utilisé pour créer des sections de route en forme de triangle qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle et forment des surfaces solides sur le sol lunaire. Si tout se passe comme prévu, nous obtiendrons ainsi des routes lunaires composées de triangles imbriqués. Ce type unique de chaussée lunaire pourrait également offrir une solution au moment de l'alunissage. Les lasers peuvent également servir à collecter des informations sur des civilisations depuis longtemps disparues. La découverte de cités mayas a toujours été ardue pour les chercheurs qui arpentent la péninsule mexicaine du Yucatan. Pendant des décennies, les experts ont estimé qu'aucune civilisation ancienne n'aurait pu prospérer dans cet environnement difficile. Cependant, des avancées technologiques telles que la télémétrie par la lumière et le scanner au laser nous montrent que CE pourrait ne pas être le cas. La technologie LIDAR peut venir en aide aux archéologues, en particulier dans les zones difficiles d'accès. C'est comme si nous équipions nos ordinateurs d'une paire d'yeux. Le système tout entier fonctionne comme une lampe torche, qui envoie de petits faisceaux lumineux sous forme de pulsations laser.
Ce faisceau rebondissent sur des objets tels que les arbres et les bâtiments pour finalement revenir au point d'émission. Le lidar mesure combien de temps il faut à la lumière pour revenir, dressant ainsi une carte des environs. Lorsqu'une voiture autonome ou un robot veut savoir où il se trouve, il a recours au lidar pour envoyer ses faisceaux lumineux. En déterminant combien de temps ils mettent à revenir et où ils frappent, la voiture ou le robot est en mesure de comprendre ce qui l'entoure, ce qui lui permet de se déplacer dans la nuit ou le brouillard sans heurter quoi que ce soit. Et c'est grâce à cette technique qu'une équipe de recherche a découvert l'immense cité maya d'Okomtun. La technologie LIDAR a aidé les chercheurs à cartographier le sol de la jungle, révélant des structures cachées. Cependant, quelqu'un devait encore confirmer toutes ces découvertes à pied. Mais le voyage vers Okomtun n'était pas particulièrement difficile. La région, assez éloignée de l'aéroport le plus proche, est essentiellement inexplorée et accessible seulement par d'anciens itinéraires de chasse et de coupe forestière. Le terrain dense a rendu l'expédition difficile, obligeant l'équipe à consacrer jusqu'à 2 semaines pour couvrir à peine 50 km. Mais l'effort a porté ses fruits, révélant des structures monumentales comme une grande acropole et des formes intrigantes, laissant deviner un marché ou un temple. Le lidar est également embarqué à bord des astromobiles que nous utilisons pour explorer d'autres planètes. Cela permet aux robots que nous envoyons là-bas de se repérer dans leur environnement sans directives humaines. Cette technique nous aide également à déterminer le meilleur emplacement pour nos panneaux solaires, ce qui rend la satisfaction de nos besoins en énergie plus rapide et moins coûteuse. Nous pourrions également être en mesure d'utiliser les lasers pour prédire comment un volcan va se comporter. Ces structures sont chargées de magma, la roche en fusion qui s'infiltre vers le haut à partir des entrailles de la Terre. Lorsqu'un volcan fait éruption, une réaction chimique se produit, transformant le magma en Ce que nous appelons de la lave. Les spécialistes à l'origine de cette nouvelle utilisation du laser considèrent le magma comme le codage informatique des volcans. Il révèle des informations sur la manière dont un volcan pourrait entrer en éruption. C'est parce que toutes les éruptions ne produisent pas de lave. Et même si c'était le Ca, il en existe différents types distingués par leur fluidité. Le magma est comme un mélange de liquide, de gaz et de cristaux qui s'agitent à l'intérieur du volcan. De nombreux éléments entrent en jeu avant une éruption volcanique. Il est donc difficile d'étudier et de comprendre cette chimie complexe. Pour s'y retrouver un peu mieux, les scientifiques bombardent le magma refroidi, la matrice rocheuse, au moyen d'un laser, tout comme ceux que l'on utilise parfois en chirurgie oculaire. Cela rend les composants chimiques plus faciles à étudier. Cette dernière méthode au laser a été utilisée sur des échantillons provenant d'une éruption de 2021 qui s'est prolongée sur 85 jours. Elle a recouvert plus de 10 km², crachant des tonnes de lave qui ont détruit plus de 1000 habitations et forcé plus de 7000 personnes à évacuer. Pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, les scientifiques ont besoin de plus de données. Il est vrai que les tremblements de terre et les glissements de terrain aident les spécialistes à prévoir comment un volcan pourrait se comporter. Mais en apprendre un peu plus sur sa chimie peut s'avérer d'autant plus utile. Croyez-vous aux signes révélateurs qui, selon le folklore, peuvent aider à prédire la météo ? Eh bien, sachez que bon nombre d'entre eux ont un fondement scientifique. Nous allons voir tout ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase d'origine anglaise « Ciel rouge du soir, joie du marin, ciel rouge du matin, attention en mer ». Vous ne la connaissiez pas ? Alors peut-être la version avec un berger au lieu d'un marin ? Cette tradition météorologique a même été commémorée par William Shakespeare en 1593. Il a écrit un poème intitulé « Vénus et Adonis », dans lequel il décrit la légende du ciel rouge. Et il se trouve que cette légende peut être expliquée. Le ciel est rouge lorsque de la poussière et de petites particules sont piégées dans l'atmosphère sous l'effet d'une forte pression. Lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère terrestre, elle se divise en différentes couleurs et produit de jolis ciels colorés. Si la pression est haute, la poussière et la vapeur se retrouvent piégées dans l'atmosphère, ce qui entraîne la dispersion de la lumière bleue et ne laisse passer que la lumière rouge. Ce qui nous indique généralement que le temps sera clair le lendemain, tandis qu'un ciel rouge matinal peut signifier qu'une tempête approche. En voici une autre avec des marins. L'arc-en-ciel du matin est avertissement. L'arc-en-ciel du soir fait le bonheur du marin. Selon cette phrase, si vous voyez un arc-en-ciel le matin, c'est que la pluie va tomber. En revanche, si vous voyez un arc-en-ciel le soir, c'est que le temps sera calme le lendemain. Les pépites d'or au bas de l'arc-en-ciel, elles, sont bien un mythe. La suivante. On dit qu'il n'y a pas de mauvais temps si le vent est calme. C'est assez logique là aussi. Un temps calme nous dit que la pression est élevée. L'air descendant empêche les phénomènes liés au mauvais temps.
tels que les nuages et les précipitations. Mais ce n'est pas tout. En fait, le calme peut aussi indiquer que le mauvais temps se prépare. C'est pourquoi on parle souvent du calme avant la tempête. Avez-vous déjà vu un halo autour du Soleil ou de la Lune? C'est un autre signe météorologique révélateur. La prochaine fois que vous en verrez un, n'oubliez pas de prendre un parapluie avant de sortir de chez vous. Ce phénomène est dû à la réfraction. Le Soleil et la Lune fournissent de la lumière, bien que de manière différente, et cette lumière est réfractée par les cristaux de glace en haute altitude. Lorsque vous voyez un halo, cela signifie que le taux d'humidité diminue. De plus, ces halos peuvent se transformer en un autre phénomène magnifique, le ciel de lait. C'est un ciel clair, mais sa teinte bleue habituelle est un peu moins vive, comme si elle était délavée. Aujourd'hui, nous pouvons simplement consulter les prévisions météo sur nos téléphones. Mais il y a plusieurs siècles, les gens avaient besoin d'autres solutions pour pouvoir prédire le temps. Les premières prévisions sont apparues vers 650 avant notre ère. À l'époque, les Babyloniens prédisaient la météo en se basant sur la forme des nuages. Regardez, un nuage duveteux. Et là, il y en a un sombre. Mieux vaut rentrer. Les gens ont dû attendre plusieurs siècles avant d'avoir des prévisions globales. Le premier prototype de la technologie utilisée actuellement date de 1835, et on le doit à l'invention du télégraphe. D'ailleurs, autrefois, les animaux contribuaient beaucoup aux prévisions météorologiques. Certaines traditions ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le jour de la marmotte. Pour faire court, si une marmotte sort de sa tanière le 2 février à Punxsutawney, en Pennsylvanie, et voit son ombre, elle retournera dans sa tanière et l'hiver durera 6 semaines de plus. Au contraire, si la marmotte ne voit pas son ombre et n'a pas peur, le printemps arrivera bientôt. Cette tradition n'a pas de fondement scientifique, mais étonnamment, les marmottes se trompent rarement. Alors qu'aux États-Unis, les marmottes prédisent l'arrivée du printemps, en Croatie et en Serbie, les gens utilisent les ours pour savoir si le printemps est proche. Le 15 février, ils observent un ours sortir de sa torpeur hivernale. C'est encore une fois une question d'ombre. Si l'ours est désorienté en voyant son ombre, il retournera dans sa tanière et dormira 40 jours de plus, prolongeant ainsi l'hiver. En revanche, si le ciel est nuageux ce jour-là, ça veut dire que le printemps arrive. Quant au pauvre bougre qui est chargé de réveiller l'ours, il est plutôt à plaindre. Contrairement aux marmottes et aux ours, les mouettes peuvent aider à prédire le mauvais temps tout au long de l'année. On dit « Mouette, mouette, assise sur le sable, il ne fait jamais beau quand tu quittes la mer. » Ces oiseaux dorment la plupart du temps sur l'eau, et s'ils sentent que le vent commence à souffler, ils choisiront d'éviter les dégâts. Ils se posent donc sur la plage et attendent. Malin. Pluie avant 7 heures, éclaircie à 11 heures. Cette expression est assez courante, mais elle n'est que partiellement vraie. S'il pleut en fin de nuit et en début de matinée, c'est parfois parce qu'un front météorologique est passé. Néanmoins, il n'est pas tout à fait exact de supposer que la pluie du matin annonce un après-midi sec. Dans certains cas, une tempête qui se développe en fin d'après-midi peut durer toute la nuit et provoquer des pluies matinales. Les vaches sont elles aussi douées pour les prévisions météorologiques. Une vache qui pointe sa queue vers l'ouest annonce le beau temps. Une vache qui pointe sa queue vers l'est annonce le mauvais temps. Le truc, c'est qu'elle n'apprécie pas vraiment d'avoir le vent en pleine face. Elle préfère donc tourner le dos au bourrasque. Les vents d'ouest apportent généralement du beau temps. Les vents d'est, au contraire, apportent assez souvent un temps instable. Et voilà, je vous l'avais dit, les vaches sont cool. Si vous vous trouvez un jour dans un pâturage au milieu des vaches, vous connaîtrez la météo pour les heures à venir, même si votre téléphone n'a pas de signal. Si vous n'avez ni vache, ni ours, ni aucun autre animal sensible à la météo à portée de main, vous pouvez utiliser des oignons. Oui, vous avez bien entendu, même les oignons peuvent prédire le temps qu'il fera. Et ils prédisent même les conditions à long terme. Écoutez un peu ça. Peau d'oignon très fine. Le ciel est au beau fixe. Peau d'oignon épaisse et dure. L'hiver sera froid et rude. Mais je ne crois pas qu'on puisse prédire le temps avec les oignons frits. Si vous voulez une explication scientifique à ces petites phrases, vous allez être déçus. En fait, les scientifiques pensent que si elles ont résisté à l'épreuve du temps, c'est pour une seule et unique raison. La mémoire sélective de l'être humain. Nous avons tendance à nous souvenir des choses que nous avons prédites correctement, et si ce n'est pas le cas, nous les oublions. Les chênes et les érables peuvent cependant nous être utiles, car ils ont la capacité de recourber leurs feuilles
lorsque le taux d'humidité est très élevé et que le vent souffle fort. Cela nous donne la phrase « Quand les feuilles tournent le dos, c'est signe qu'il va pleuvoir », et elle s'avère exacte. Il en existe une autre. Quand les feuilles présentent leur envers, il va pleuvoir à verse. Je sais, la rime n'est pas super, mais ça marche quand même. Bon, passons à autre chose. Inutile de s'obstiner contre vents et marées. Mieux vaut les observer. Saviez-vous que vous pouvez même utiliser vos amis pour prédire le temps qu'il fera ? Notre corps est bien plus polyvalent qu'on ne le pense généralement. Voici une autre petite comptine qui prouve que nous avons bien des super pouvoirs, nous autres humains. Oui, notre corps peut prédire la pluie. Je connais des dames par dizaines. Je connais des dames par dizaines. Je connais des dames par dizaines. Leurs belles boucles s'alourdissent sur leur tête. Je parie que vous avez déjà remarqué que nos cheveux réagissent au temps qu'il fait, et notamment à l'humidité de l'air. Ils seront souvent plus longs quand l'atmosphère est moite. Les boucles naturelles auront tendance à s'affaisser. Les cheveux naturellement raides, à l'inverse, pourront se mettre à boucler un peu. Si vous êtes blond, c'est encore plus efficace car vos cheveux sont plus sensibles à l'humidité. Des prédictions encore plus précises. Oui, c'est cool de prédire le temps, mais qu'en est-il de la température ? Vous pouvez connaître la température en comptant les stridulations d'un grillon. Ces animaux sont des thermomètres très fiables. Lorsqu'il fait chaud, ils stridulent plus vite. Et lorsqu'il fait froid, leurs stridulations sont plus lentes. Voici ce que vous devez faire pour déterminer la température. Comptez leurs stridulations pendant 14 secondes, puis ajoutez 40 au nombre de stridulations obtenues. Le problème, c'est que cette petite astuce ne fonctionne qu'en degrés Fahrenheit. Pour les degrés Celsius, les calculs sont plus compliqués. Même si ces prédictions ne sont pas toujours exactes, elles peuvent être un moyen amusant de prévoir le temps qu'il fera et d'entrer en contact avec la nature. Tiens, mes cheveux commencent à friser. Il est temps d'ouvrir mon parapluie. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des geais bleus. Les geais bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu ? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashs de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuage-sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclair ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashs colorés qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadets à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vives dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle.
Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 km. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylphe apparaîtra peut-être une fois tous les 2 cents éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de phénomènes lumineux transitoires. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les elfes, dans le monde des éclairs, sont de brefs disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est émission de lumière et perturbation à très basse fréquence dues à des sources d'impulsion électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot elfe. Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides. Ce sont de minuscules pointes de lumière blanche qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça, la foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire, ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol, et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans les panaches d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle, un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roche qui entrent en collision et créent une charge électrique.
Il y a aussi les flashs de rayons gamma terrestres. Il y a plus de 10 ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves, mais très fortes salves de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composée de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies 2 boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent, ou s'annihilent, et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma, car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashs de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écrasent sur les molécules d'air et produisent cet étrange phénomène. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir.
Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue. En route vers le Moyen-Orient,
Il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère Darvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère, et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours, et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié 5 types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe, certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé, ou chargé électriquement. Il traverse la surface et monte dans l'atmosphère, où il crée un champ électrique localisé. Cela peut produire de brefs éclairs de lumière visibles.
Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en 3 morceaux. Il n'a pas non plus été visité par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée, tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire. Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure. Et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mammatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches. Et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière. Et c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une vaste zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'avant d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Il ressemble à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle Morning Glory. Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des 2 côtés. Et alors, l'énorme masse nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Il bouge rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse, mais ils ne le font pas pour les foules de spectateurs rassemblés en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. De plus, ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage peut effrayer un prédateur affamé. Prends des lunettes de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent causer l'apparition d'un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Dans ce cas, essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable, comme celle qu'on peut observer en Arabie Saoudite. C'est comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les locaux affirment que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente.